Bonjour. La présentation d'aujourd'hui fait suite à ce que nous avons vu au dernier cours, à savoir l'établissement du gouvernement royal. L'établissement du gouvernement royal est synonyme de mise en place de différentes mesures. L'une d'entre elles, c'est l'envoi dans la colonie du régiment Carignan-Salière pour mieux défendre la colonie. Maintenant que la colonie est mieux défendue, il faut la peupler. Le faible peuplement de la Nouvelle-France est en effet une de ses plus grandes faiblesses. Aujourd'hui, on va voir comment ce peuplement de la Nouvelle-France-là s'est produit à la suite de l'établissement du gouvernement royal. Tout d'abord, les autorités coloniales réalisent rapidement, sans vraiment faire d'études, qu'il y a vraiment deux obstacles qui freinent le peuplement, outre ceux qu'on a bien sûr déjà étudiés, à savoir les attaques des Amérindiens et également la difficulté d'adaptation au territoire. Donc, le premier problème que les autorités coloniales réalisent, c'est qu'il y a un manque de volonté de la métropole d'envoyer des colons. En effet, des gens proches du roi lui déconseillaient d'envoyer des Français en Nouvelle-France de peur de dépeupler la France et ainsi perdre du pouvoir en Europe. Donc, ça a freiné le développement démographique de la colonie. Non seulement ça, mais on réalise rapidement qu'il manque cruellement de femmes dans la colonie. En effet, la colonie attire principalement des travailleurs, des hommes. Donc, une des premières solutions pensées pour gonfler la population de la Nouvelle-France va être de favoriser les mariages entre femmes amérindiennes et Français. Comment? En offrant une dot aux Amérindiennes qui se marient aux Français. Une dot, on se rappelle que c'est l'argent que la femme amène dans le mariage. Cette dot-là montait jusqu'à 50 livres, ce qui n'est pas rien, ça représentait pratiquement le salaire annuel d'un ouvrier. Ensuite, l'autre mesure serait de forcer l'acculturation des peuples amérindiens. On avait déjà commencé à construire des réductions, entre autres à Sillery, où on sédentarisait de force, entre guillemets, certains peuples amérindiens pour les rendre français et bien sûr chrétiens catholiques. Mais cette mesure-là, en fait, ces mesures-là auront très peu de succès. En effet, peu de Français et d'Amérindiennes vont utiliser cette mesure-là. En fait, il y aura peu de mariages. Pour ce qui est de l'acculturation des Amérindiens, ça va toucher seulement quelques centaines d'Amérindiens tout au plus sur une population d'environ 11 000 Amérindiennes. On peut donc dire que ces mesures-là ont des effets plutôt modestes sur la population de la Nouvelle-France. À noter également qu'à cette époque-là, la population amérindienne euh, est en baisse assez marquée. En effet, les guerres et les épidémies ont fait passer sur environ un siècle la population amérindienne du Canada d'environ 16 000 à 11 000 personnes. Ces mesures-là ayant eu un effet plutôt mitigé sur la population de la Nouvelle-France, Jean Talon, premier intendant de la Nouvelle-France, décide d'étudier la situation afin d'établir des mesures un peu plus ciblées. Arrivé en 1665, il va effectuer en 1666 un premier recensement. Un recensement, c'est un dénombrement complet de la population d'un territoire. Par conséquent, il va découvrir certains faits assez intéressants, mais qu'on connaissait déjà un peu. Le premier, c'est bien sûr qu'il manque de femmes. En effet, sur toute la population de la Nouvelle-France, il n'existe que 45 femmes célibataires en âge de se marier pour 719 hommes. Donc, c'est un manque assez flagrant. Non seulement ça, mais il fait également un constat assez intéressant. C'est qu'il manque de travailleurs spécialisés et d'agriculteurs. Des travailleurs spécialisés, ce sont des gens qui vont, entre autres, forger le métal ou encore construire des maisons, des menuisiers, charpentiers et autres métiers du genre. Donc, la Nouvelle-France manque de gens de tous horizons. Plus précisément, son recensement va révéler la situation suivante. La majorité de la population se situe à Québec avec un peu plus de 2000 habitants. Viennent ensuite Montréal, puis Trois-Rivières, pour une population totale dans la vallée du Saint-Laurent d'environ 3215 personnes en 1666. Au total, on y trouve environ 2000 hommes pour environ 1000 femmes, mais bien sûr, là-dessus, on compte de nombreux enfants des quelques familles qui sont déjà installées. Donc, face à ces constats, Jean Talon va établir des politiques de peuplement.
Première des mesures, afin de balancer le nombre d'hommes et le nombre de femmes, il va décider de faire venir en Nouvelle-France ce qu'on appelle des filles du roi. Les filles du roi sont des jeunes filles, généralement orphelines, qui se voient octroyer une dot de 50 livres pour venir s'établir en Nouvelle-France et marier des hommes célibataires et ainsi fonder des familles. Sur une période d'environ 10 ans, c'est environ 1000 filles du roi qui vont venir s'établir en Nouvelle-France. Une fois cette population balancée, les autorités coloniales croient bon de lancer d'autres mesures encourageant les mariages et la natalité afin de gonfler la population de la Nouvelle-France. Ainsi, les autorités coloniales encouragent les mariages en donnant des amendes aux pères des garçons de 21 ans et aux filles de 17 ans et plus, toujours célibataires. En contrepartie, on donne une récompense de 20 livres lorsqu'ils se marient avant cet âge. Donc, en faisant ça, les gens vont se marier plus tôt et ainsi avoir des enfants, augmentant encore une fois de plus la population de la Nouvelle-France. On offre également des pensions aux familles nombreuses et autres avantages pour encourager la natalité. Ces mesures-là seront un succès car on va réaliser que les gens en Nouvelle-France vont faire en moyenne 2 enfants de plus qu'en France. C'est dû également à une multitude d'autres facteurs, mais tout ça va éventuellement faire augmenter de façon assez significative la population de la Nouvelle-France. Pour inciter à augmenter la population de travailleurs spécialisés, mais également pour faciliter la défense de la colonie, on va également donner des terres aux engagés, donc aux 36 mois, et également aux soldats du régiment Carignan-Salière qui étaient venus défendre la colonie contre les attaques des Iroquois. Qu'est-ce que tout ça va avoir comme résultat? Une augmentation significative de la population de la Nouvelle-France. On le voit assez clairement sur le graphique qu'entre le milieu des années 1660 et les années 1680, la population de la Nouvelle-France va quintupler. Maintenant qu'on a toute cette population, il faut organiser le peuplement de la Nouvelle-France. Les autorités coloniales vont opter pour le régime en vigueur en France, à savoir le régime seigneurial. Selon ce système, un seigneur se voit octroyer une terre qu'il doit diviser en lots et qu'il doit donner gratuitement à des paysans en échange de certaines taxes et redevances. Tout ça sert à organiser le peuplement et s'assurer également un développement agricole de la colonie. Des seigneuries avaient déjà été concédées avant l'établissement du gouvernement royal, mais dès son arrivée, Jean Talon décide d'octroyer de nombreuses nouvelles seigneuries à différents officiers de l'armée, des explorateurs, des marchands ou à des communautés religieuses. En faisant tout cela, les autorités coloniales vont non seulement marquer l'occupation du territoire, mais également organiser la société en Nouvelle-France. En effet, le régime seigneurial, c'est avant tout un espèce de régime entre propriétaires et locataires. En effet, les lots qui sont concédés aux colons s'appellent des censives. Les colons qui s'y installent s'appellent censitaires car ils doivent payer un loyer que l'on nomme le cens. Si on reprenait des références d'aujourd'hui, on pourrait dire qu'un locataire vit dans un logement et il en paie le loyer. Donc, censive, censitaire, sens, logement, locataire, loyer. Mais plus qu'une relation entre propriétaire et locataire, le régime seigneurial définit également les rapports sociaux entre le pouvoir royal, les seigneurs et le censitaire. Parce que le régime seigneurial, c'est un héritier du régime féodal qui était en existence en Europe depuis le Moyen Âge, avec le seigneur qui défend ses terres et les habitants qui y habitent, qui aident le seigneur en retour. Donc, tous ces rapports sociaux-là se sont codifiés avec le temps et se sont importés en Nouvelle-France avec le régime seigneurial. Donc, c'est pour ça que le seigneur, les censitaires et tout ça doivent répondre à une série de droits et de devoirs qu'on va voir dans quelques instants. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que cette organisation-là est beaucoup moins stricte qu'en France. Première raison à cela, c'est qu'en Nouvelle-France, les gens sont tellement occupés à essayer de survivre qu'on n'a pas le temps d'avoir des rapports sociaux très stricts, en fait, avoir une hiérarchie très stricte.
Non seulement ça, mais également en assouplissant les règles du régime seigneurial, on veut inciter certains colons à venir s'établir en Nouvelle-France. Mais en quoi justement consistent ces devoirs que les seigneurs et les censitaires se doivent entre eux? Bien, première des choses, le seigneur a des devoirs avant tout envers le roi. Le seigneur est un noble qui se voit octroyer une terre qui appartient au roi. Il doit donc prêter un serment de fidélité au roi avant d'obtenir sa seigneurie. Non seulement ça, mais il est responsable de peupler et développer sa colonie. Le seigneur a également des devoirs envers ses censitaires. Par exemple, le seigneur est obligé d'habiter dans sa colonie, ce qu'on appelle tenir feu et lieu. Cela dit, il y a énormément de seigneurs qui n'habiteront pas leur seigneurie, mais ça, c'est une autre histoire. Il doit également fournir ses terres gratuitement et également construire et entretenir un moulin pour que les habitants puissent venir moudre leurs grains. Les censitaires, quant à eux, ont une série de devoirs envers leur seigneur. La première est bien évidemment d'habiter, de défricher puis cultiver leurs terres. Ils doivent ensuite effectuer des corvées pour leur seigneur, des corvées qui pouvaient être par exemple cultiver la terre du seigneur. Finalement, l'une des obligations les plus importantes était bien sûr de payer le cens, mais également une série d'autres taxes et redevances que les membres du tiers-État, dont les censitaires faisaient partie, devaient à la noblesse, les nobles étant bien sûr les seigneurs. On est ici dans une société d'ancien régime que nous avons étudiée l'année dernière en secondaire 2. Mais une seigneurie, ça a l'air de quoi concrètement? Ben, ça a l'air de ça. Vous avez ici une espèce de modèle théorique d'une seigneurie. Mais dans le modèle théorique, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'on voulait donner un accès maximal au fleuve Saint-Laurent. En effet, la plupart des censives sont des minces bandes de terre d'environ 150 mètres de largeur par environ 1,5 de profondeur, où le but était de donner accès au fleuve parce que c'était la principale voie de transport à l'époque. Donc, une seigneurie, c'est une espèce de grand rectangle qu'on subdivise en plus petits rectangles. Les plus petits rectangles sont les censives, et au centre de la seigneurie, on retrouve la terre du seigneur. Le seigneur y construit son manoir, y construit son moulin. Souvent, on y retrouve une chapelle pour que les gens puissent célébrer la messe ou encore autres sacrements et fêtes religieuses. Et également une terre commune où les animaux vont amener leur bétail pour que ceux-ci puissent se nourrir. Les terres qui se situent près du fleuve se situent généralement près d'une route qu'on appelle le premier rang. Une fois que toutes les terres au premier rang sont concédées et habitées, on construit près de la terre du Seigneur ce qu'on appelle une montée. Cette montée-là se rend au bout des terres du premier rang et on y construit ensuite une seconde route qu'on appelle le deuxième rang. Une fois que toutes les terres du deuxième rang sont concédées, on continue la montée vers le troisième rang et ainsi de suite jusqu'au bout de la seigneurie. Ce mode de division des terres qui a été en vigueur dans la vallée du Saint-Laurent pendant un peu plus de 200 ans a laissé des traces qui sont encore clairement visibles aujourd'hui. Voici une vue satellite de la vallée du Saint-Laurent aujourd'hui. On voit encore clairement les bandes de terre perpendiculaires au fleuve qui s'étendent comme ça, donc du premier rang au deuxième, au troisième, et ainsi de suite. Mais avant de se rendre jusque-là, les colons avaient énormément de travail à faire. En effet, vivre en Nouvelle-France, c'était pas de tout repos. La majorité des colons vont s'installer dans les seigneuries en Nouvelle-France et la vie est extrêmement difficile, particulièrement au début. Il faut défricher, labourer, il faut ensuite avoir une récolte pour réussir à se nourrir et ce travail-là est d'autant plus difficile que la majorité des colons qui viennent en Nouvelle-France viennent de la ville, des gens qui ne sont pas nécessairement habitués au travail de la ferme. Ça prend donc entre 5 et 10 ans avant d'avoir une terre assez productive pour y nourrir sa famille. La famille vit d'ailleurs au début généralement dans des maisons qui sont en bois. On utilise le bois, bon, parce qu'il est abondant et isolant, mais également parce qu'on n'a pas nécessairement les moyens au début de construire des maisons qui sont en pierre. Dans les villes, par contre,
on réalise rapidement que les constructions en bois sont vraiment pas l'idéal parce que ça favorise l'éclosion d'incendies. Donc, surtout à partir des années 1680, on va inciter et même obliger les habitants à construire leur maison en pierre. Donc, on va assister, avec toutes ces mesures-là, au développement d'une société en Nouvelle-France. On a vu qu'on y a développé les terres, mais également, ce qu'on va voir dans les prochains cours, on va y développer les villes qui vont devenir particulièrement importantes et des centres commerciaux majeurs en Amérique du Nord.